Madame, Messieurs, bonsoir. On est encore une nouvelle fois ensemble pour pratiquement 45-50 minutes d'échange, sujet, des faits, d'actualité, mais décortiqués de manière scientifique. Nous avons ce jour le privilège d'avoir sur ce plateau un professeur d'université, le professeur Kodjo Ndoukouma. Il est avocat de carrière, je puis le dire ainsi. Vous êtes avocat et en même temps vous êtes professeur d'université. Vous êtes spécialiste du droit. Et je vous appelle sur ce plateau non seulement parce que vous disposez justement de cette spécialité, mais aussi parce que vous avez un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit du cyberespace africain. Les téléspectateurs vont découvrir pourquoi j'ai fait appel à vous, afin que nous puissions, non pas comme des profanes, mais comme des scientifiques, analyser les faits d'actualité au niveau justement avec comme soubassement tout ce que vous avez comme arsenal, ou bien comme connaissance juridique. Nous voudrions aborder un sujet qui défraie la chronique, vous le savez. Ça fait un bon bout de temps que l'on évoque une scène plus ou moins blessante, désobligeante, qui a circulé au niveau de nos téléphones. Il s'agit des ébats, malheureusement, montrant une personnalité qui, depuis un temps, est en train de se mettre devant de la scène pour appelé à ce qu'on appelle un éveil patriotique. Il s'agit du pasteur Mukuna. Et pour ce faire, juste après, nous avons pu suivre différentes vidéos les mettant en scène avec une dame qui, par après, a affirmé avoir été sujette à plusieurs infractions. Donc, elle a subi plusieurs infractions, et ainsi de suite. Alors, nous voudrions analyser tous ces faits-là de manière scientifique, aussi bien évoquant comment on peut appeler ça, vulgarisation plutôt, vulgarisation ou diffusion. On reste dans mon domaine il est beaucoup plus concret, diffusion des vidéos sur les réseaux sociaux et ainsi de suite, mais aussi la dame a dit avoir été victime d'une détention illégale des documents et ainsi de suite. Alors professeur, j'ai découvert en fouillant, lorsque vous avez accepté de venir répondre à cette invitation, j'ai découvert que vous avez aussi été conseiller juridique de la représentante personnelle du chef de l'État en charge des violences sexuelles. C'était Madame Janine Mabunda, et on sait quel a été le travail que vous avez abattu. Alors, qu'est-ce qu'on appelle d'abord un viol? Bon, je vous remercie pour cette présentation. Le viol, c'est le fait de commettre, soit à l'aide de violences ou menaces, graves ou par contrainte à l'encontre d'une personne, ou par l'intermédiaire de quelqu'un, une introduction de son organe sexuel, même superficiellement, dans celui d'une femme ou aussi d'un homme. Mais c'est aussi le fait de introduire son organe sexuel dans tout autre orifice du corps qui ne peut ne pas être simplement sexuel. C'est l'article 170 révisé du décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais. En fait, c'est la loi 06/2018 du 20 juillet 2006 qui est venue renforcer les dispositions de 1940 pour lutter contre la recrudescence du viol. Et il y a une extension aujourd'hui de la définition du viol qui ne concerne pas que les femmes, qui concerne aussi les hommes, qui ne concerne pas que le fait de violenter une personne jusque dans sa nudité, mais également de violenter une personne par sa propre nudité à travers sa bouche, son oreille ou tout autre orifice qui soit. C'est aussi un changement qui est arrivé à étendre l'infraction de viol par également l'introduction de tout autre objet qui n'est pas forcément sexuel. Ça peut être une matraque, comme on l'a vu dans le cas en France de Louaka, le jeune. Ça peut être une matraque, ça peut être un bâton, ça peut être un stylo, de l'introduire dans les organes génitaux d'un homme ou d'une femme. C'est ça la définition du viol que tout juriste connaît et on sait lire dans la loi. Ok. Mais alors, à quel moment l'organe de la loi, donc l'organe appelé à faire respecter les mœurs, la loi, ainsi de suite, s'est saisi
d'un dossier spécifique lié au viol. Est-ce qu'il y a une tierce personne qui doit saisir cet organe de la loi, ou bien de lui-même, l'organe peut se dire, bon, regarde ce que moi j'ai pu voir, j'ai pu intenter une action au niveau de la justice contre X ou Y? Nous sommes en train de faire une lecture de la loi pour répondre à la question. Les parquets, c'est l'office du ministère public, est censé rechercher les infractions, les instruire et poursuivre les délinquants. Donc les parquets peuvent se saisir d'office sur une question qui défraye la chronique, ou dans un cas où la clameur publique s'est levée contre une personne, ou dans le cas où l'officier du ministère public lui-même est témoin oculaire d'une infraction. Mais lui, c'est un ministère public, et donc quand il voit une infraction se commettre, c'est en ce moment-là qu'il peut se saisir, s'auto-saisir et déclencher une action publique. Tout comme le ministère public également peut être saisi par une plainte de la victime, ou il peut être saisi également par une dénonciation. Ce sont des procédures qui amènent à des enquêtes, au niveau judiciaire, mais il y a également tous les dossiers que les officiers de police judiciaire peuvent de manière préliminaire instruire et transmettre cela au parquet. Mais maintenant, avec la question du viol, vous avez certaines dispositions qui favorisent la poursuite des délinquants. Vous avez par exemple le fait que la qualité officielle de l'ordre hiérarchique en matière d'infractions relatives aux violences sexuelles n'opère pas. Ça veut dire que vous pouvez être député, vous pouvez être sénateur ou un homme de pouvoir, votre qualité ne vous immunise pas. Ou un leader d'opinion. Ou un leader d'opinion ne vous immunise pas par rapport à une prévention de viol. Parce que le viol, d'après la loi de 2006, est considéré toujours comme étant une infraction flagrante. Alors, c'est là que ça nous amène à la loi 06/019 du 20 juillet 2006, qui modifie le décret de 1959 portant code de procédure pénale congolais. Donc, lorsque le parquet est saisi, l'article 7 bis ne lui donne pas beaucoup de marge de liberté dans l'instruction. Okay. Ça veut dire que l'officier du ministère public a 1 mois pour instruire le dossier, et le jugement au niveau du tribunal ou de la cour doit intervenir obligatoirement dans les 3 mois. En plus de cela, lorsque vous êtes attrait devant l'officier du ministère public, celui-ci peut requérir d'office un médecin, ou tout autant que l'officier du ministère public, pour toutes ces infractions, n'a pas besoin de la formalité d'informer l'autorité hiérarchique pour l'arrestation du présumé coupable. Vous comprenez? Donc, on a eu des cas comme ça avec, ce sont des cas publics, donc on peut citer les noms dans le cas de la jurisprudence. On a eu les cas de l'honorable Cyril Bouéboué, élu de Luisa. On a eu également le cas pour les honorables députés, un autre cas, mais bon, je préfère ne pas citer parce que c'est trop politique. Mais vous avez également, dans les cadres des leaders d'opinion, le dossier Voloko Joker. Oui. Il a été arrêté et condamné pour le fait de viol. Vous avez en revanche le cas de M. Fiston Saïsaï, qui a été arrêté sur une fausse dénonciation de viol, une fausse plainte de viol, mais on n'a pas pu le relâcher pendant le temps où il était au parquet, et ce n'est qu'au niveau du tribunal que lorsque son innocence a été prouvée, qu'il a pu avoir la liberté et montrer qu'il n'était pas coupable de ce viol-là. Maintenant, nous avons le cas Mukuna, qui est un cas qui défraye la chronique. J'en parle davantage. Il est d'actualité. J'en parle exclusivement en tant que scientifique. C'est que vous avez des faits qu'on ne peut pas ignorer. Le fait est public de voir une personne à grande ressemblance dans une vidéo en train de pouvoir se faire des actes qui sont des actes quand même intimes, inconvenants. Et puis vous avez la deuxième chose, il y a une plainte qui a été déposée contre la personne du ministre de Dieu, Mukuna, et cette plainte a été relayée dans les réseaux sociaux. Donc c'est un fait d'actualité, c'est une chronique judiciaire.
Et il se fait qu'il y a eu des mandats de comparution qui ont été présentés contre la personne nommée, le cas Mukuna, qui ont été présentés. Et le fait est que ce jour ici, il a dû comparaître devant les magistrats du parquet à Gombe. Donc, le magistrat prend connaissance des faits. Ce qui s'est passé et qui se passe généralement dans le cadre de ces dossiers, on appelle d'abord la plaignante pour lui demander de confirmer sa plainte. Ensuite, on peut appeler des personnes qui ont été citées par la dame comme étant des témoins, et c'est dans la loi. Et ces personnes peuvent venir étayer un certain nombre des faits, de situations de fait ou de circonstances. Est-ce que quand vous, madame, mamie, vous êtes en train de dire que vous aviez été concilié avec tel autre pasteur de telle autre église de Bandal, est-ce que ce pasteur peut confirmer d'abord ces faits-là qui entourent la situation pour laquelle vous êtes en train de vous plaindre? Ça, nous pensons que ça a été fait. Et après cela, on appelle maintenant le présumé coupable à venir se présenter et on lui pose un certain nombre de questions. Et si les charges sont suffisantes, ça c'est l'école française, mais quand les indices sérieux de culpabilité sont là, la procédure voudrait, avec la procédure renforcée de la loi sur les violences sexuelles, voudrait que le présumé coupable puisse être mis en état d'arrestation sans pouvoir recourir à une information d'une quelconque autorité hiérarchique. Et dans le cadre de l'article 171 bis de la loi sur les violences sexuelles, si l'attentat a été commis soit par les agents publics, donc quand je cite l'article 131 bis, c'est l'article en fait 131 bis du Code pénal, tel que révisé par la loi du 20 juillet 2006, aggrave même la situation pour les ministres du culte qui auraient abusé de leur position pour commettre, soit par le personnel médical ou paramédical, un viol. Ça veut dire que autant la qualité officielle est inopérante pour vous protéger d'un viol, autant quand vous êtes un ministre de culte, dans le cas du présumé en fait innocent, on doit le dire comme ça, Mukuna, si vous êtes ministre de culte, il y a même une circonstance aggravante au cas où il s'avérait que à la fin le tribunal vous condamne pour ce fait. Ok, justement, professeur, je voudrais revenir sur ça, mais basant sur votre expérience. Vous avez été conseiller juridique avec madame la représentante personnelle du chef de l'État en charge de violences sexuelles, madame Janine Mabunda à l'époque. Quelle est notre stratification, ou bien comment vous nivelez les fautes que nous commettons ou que nous commettrions? Nous, par exemple, leaders d'opinion, journalistes, des personnes qui sont assez célèbres, avons-nous des circonstances atténuantes ou aggravantes lorsque nous posons ce genre d'actes? Mais en tout cas, lorsque on est dans les catégories suivantes, des personnes qui ont autorité, ça c'est l'article toujours 171 bis du Code pénal, les circonstances sont aggravantes, rien que par votre qualité. Et on ne peut pas, nous, en droit, ajouter d'autres personnes qui ne sont pas sur cette liste de catégories des circonstances aggravantes. Donc je m'en vais simplement les citer. Ça veut dire il y a les enseignants ou les serviteurs à gages, il y a les serviteurs des personnes, il y a le personnel médical, le personnel paramédical, les assistants sociaux, les tradis praticiens, vis-à-vis des personnes qui sont confiées à leurs soins, y compris les ministres de culte qui auraient abusé de leur position. Il y a également le fait, en fait, pour les leaders d'opinion de faire l'apologie des mauvaises mœurs. Ça, c'est condamnable. Mais tant que vous êtes, par exemple, l'employeur d'une personne et qu'une autre se trouve, la victime se trouve sous votre autorité, c'est également une circonstance aggravante selon la loi. Mais maintenant, avec les journalistes que vous êtes, il y a une déontologie qui vous oblige de ne, par exemple, pas filmer la personne qui se plaint en disant qu'elle est victime de viol. Parce que vous ne devez pas toucher à son honneur et à sa dignité. En plus de cela, même dans les procès pénals,
il arrive que la victime puisse demander qu'on décrète un huis clos. Et la composition de la cour ou du tribunal doit y faire droit. Il faut également que lorsque le réquisitoire du ministère public est public, permettez-moi cela, qu'on puisse cacher le nom de la victime pour la protéger. Et donc, dans la diffusion des informations publiques dont vous faites le métier en tant que journaliste, vous avez une déontologie et même les dispositions du code pénal qui vous astreignent à ne pas avoir un certain comportement libre face aux personnes qui sont supposées victimes de viol. Oui, professeur, mais si on doit tenir compte des faits historiques d'il y a 15 ou 20 ans, on a vu plusieurs personnalités s'adonner justement à ces genres de pratiques où nous avons pu, de manière inconvenante bien évidemment, observer des ébats ou des rapports plus ou moins intimes, mais il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu de poursuite comme à ce niveau-ci. Qu'est-ce qui différencie ces faits-ci des faits antérieurs? Bon, c'est parce qu'il y a eu plainte ou quoi? Selon les récits qui est public, les faits qui sont dans les domaines publics, c'est de l'information. Selon les récits de la dame qui s'appelle Michibola et qui a été véhiculée dans les réseaux sociaux, c'est en fait à peu près 40 minutes de récit. Elle se présente comme une veuve. Elle se présente également comme une personne dans une situation de faiblesse qui est en train de suivre dans une sorte de marchandage scabreux la remise des titres de propriété sur lesquels elle a intérêt. Et d'après ce même récit, elle se serait mise dans cette position, elle se serait trouvée dans cette position de faiblesse à 3 reprises. La première fois, dans un contexte où elle pensait ne pas s'en sortir et ne faire que accepter les propositions qui lui ont été faites par la personne de l'évêque qu'elle cite. Et puis la deuxième fois, elle dit qu'elle a vu un revolver. La troisième fois, elle dit que voilà, c'était dans un endroit ou dans un environnement qui ne lui permettait pas justement de pouvoir s'échapper. Alors, ce sont ces récits-là que le parquet va instruire. Donc, tant que les personnes connaissent leurs ébats, même quand vous avez le cas Watanabe et une dame qui porte un nom biblique, vous vous rendez bien compte qu'on les a poursuivis, non pas pour viol, mais on les a poursuivis à un moment donné pour attentat à la pudeur et outrage aux bonnes mœurs. Tant que c'est fait dans des conditions de consentement valable, il n'y a pas infraction de viol. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la loi qui le dit. Et le consentement valable... C'est quoi un consentement valable? Voilà. Je dois préciser ici que même si nous sommes en droit pénal, il y a des termes, par exemple comme le domicile, dont la définition est donnée en droit civil, et le droit pénal s'en sert, quand on parle par exemple de violation de domicile. Et le droit pénal, dans son autonomie, a pu construire également une autre notion de domicile, qui peut être une chambre d'hôtel, où vous connaissez, comment on dit, une agression parce que vous ne voulez pas faire entrer quelqu'un. Il y a aussi violation de domicile. Si votre véhicule vous sert à pouvoir dormir dedans et que quelqu'un vient forcer la porte pour vous en sortir, il y a également violation de domicile, selon le droit pénal. Et donc, le consentement valable, il faut le chercher à l'article 9 du Code civil, livre 3. Il y a consentement valable si le consentement n'a pas été donné que par erreur, s'il a été extorqué par violence ou s'il a été surpris par dol. Ça, c'est les langages sur le plan civil. Ça veut dire que si vous donnez votre consentement par erreur, ce n'est pas un consentement valable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le législateur. Et si vous le donnez par pression? J'en arrive. Si vous le donnez par erreur, ou s'il a été extorqué par violence, ou s'il a été surpris par dol. Maintenant, le droit pénal utilise des termes beaucoup plus directs. À l'article 170, on parle des pressions psychologiques. Le législateur, article 170 du Code pénal tel que révisé, parle des pressions psychologiques. Et le législateur ajoute
que même si ces faits sont commis à l'occasion d'un environnement coercitif, ça veut dire que même l'environnement dans lequel se commet cet acte de conjonction sexuelle participe à la qualification de l'infraction de viol. Si vraiment il n'y a pas d'autre issue, c'est pas moi qui le dis, c'est le législateur, il n'y a pas d'autre issue pour la victime, qui peut être une femme, la pauvre Mamie Chibola, ou un homme ou un garçon, mais si les faits se commettent à l'occasion d'un environnement coercitif, il y a également viol. Donc le dol peut s'apparenter à la ruse, qui consiste pour une personne qui détient ou qui détiendrait les documents, à vous dire, bon, écoutez, si vous couchez avec moi, je vous donne les documents, sachant qu'il ne vous les donnera pas. C'est la même chose avec les cas que nous avons dans certaines entreprises, où un patron peut demander, quelqu'un dont il y a une autorité, une proposition de promotion sur canapé, en disant à une collègue, dame, voilà, je peux vous donner la promotion, et si vous acceptez de coucher avec moi. Et si, par ailleurs, la femme n'obtient pas la promotion, donc ça veut dire que vous avez obtenu par ruse, par dol, son consentement à coucher avec elle. Donc le bas blesse dès le moment où les gens, dans une entente scabreuse, se retrouvent à ne plus se mettre d'accord, que ces personnes rendent publique leur situation. Et c'est en ce moment-là que la femme, c'est la parole de la femme, contre celle de l'homme, c'est de dire, voilà, moi, mamie, j'ai été violée par mon évêque qui est telle personne. Et puis, il y a encore les preuves qu'on peut apporter. Ça peut être des preuves biologiques, ça peut être des preuves par témoignage. Et dans le cas d'espèce, c'est là qu'on peut revenir à la vidéo. La vidéo a été constituée et peut être, on débattra de cela, admissible comme preuve, parce que la dame s'est dit, je n'ai pas d'autre choix que de pouvoir filmer cela et de me dire que je peux m'en prévaloir comme une preuve, parce que si, avec la piété apparente de tel évêque, moi je vais dire, moi, une femme supposée être libre, légère, je pars dire que telle personne m'a violée, on ne me croira pas. Et donc, il y a une expression en droit qui dit, c'est ne pas avoir de droit que ne pas se constituer de preuve. Maintenant, est-ce que cette preuve vidéo est-il admissible ou pas? Nous sommes en matière pénale et on verra ce que ça va donner. Et qu'est-ce que vous dites? Vous êtes un spécialiste, vous avez obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit du cyberespace africain. Vous êtes un spécialiste du droit. Mais nous, au niveau de nous, en tant que profanes, nous sommes des acteurs de la société. Nous analysons des faits sociaux. Mais tout ce que vous venez de dire là, deux fois, il est de ces mouvements, excusez-moi, ou de ces réactions qui poussent l'opinion à ne pas croire à un viol, par exemple. Lorsque, lors de cette conjonction sexuelle que vous avez évoquée tout à l'heure, l'on sent que, en tout cas, la présumée violée serait dans une aisance qui ne donne pas son nom. Et pourrait même de temps en temps sortir des phrases du moins positives ou de jouissance. Ouais. Alors, comment dans l'opinion on peut se croire que quelqu'un qui se retrouve dans une situation comme celle-là puisse être violé? Je vais vous lire simplement. C'est là on vous comprend pas, on vous comprend difficilement, vous les juristes, à ce niveau-là. C'est peut-être une difficulté dans la popularisation des dispositifs qui sont dans la loi de 2006 sur les violences, contre les violences sexuelles. Vous l'avez dit plusieurs fois, nous avons travaillé comme conseiller juridique de la représentante personnelle de violences sexuelles. Et on sait ce qu'elle a fait comme travail. Voilà. La réponse à la question que vous posez est à l'article 14 ter du Code de procédure pénale congolais tel que modifié en 2006. Je vais le lire simplement. Il dit que le consentement ne peut en aucun cas être inféré des paroles ou de la conduite d'une victime lorsque la faculté de celle-ci à donner librement un consentement valable a été altérée par l'emploi de la force, de la ruse, de stupéfiants, de la menace ou de la contrainte ou à la faveur d'un environnement coercitif. Donc même lorsque vous avez l'impression qu'une dame a donné son consentement, le juge, selon l'article 14 du Code de procédure, l'article 14 ter du Code de procédure pénale révisé,
va dire que la dame était dans un environnement coercitif et que ce consentement a été altéré par l'emploi de la force, de la ruse ou des menaces. Autre chose qui est important, au point 2, le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime des violences sexuelles présumées. Qu'une personne ait crié Nzambi Wani, ou que la personne, biologiquement, la biologie peut réagir, alors que psychologiquement, intentionnellement, on n'a pas donné son consentement, même dans ce cas, la loi contre les violences sexuelles a prévu qu'on ne puisse pas retenir cela en défaveur de la victime ou donc à l'avantage du présumé coupable. Le troisième élément, c'est que la crédibilité, l'honorabilité ou la disponibilité sexuelle d'une victime ou d'un témoin ne peut en aucun cas être inférée de leur comportement sexuel antérieur. Ça signifie quoi? Donc la victime eusse demandé une deuxième ou que ce soit une fille quoi? Légère ou qu'elle ait demandé autre chose. Non, c'est simplement le consentement valable. À l'honneur de... aujourd'hui, elle est présidente de l'Assemblée, Madame Mabunda, qui fut conseillère, représentante personnelle du chef de l'État en matière de violence sexuelle. Il y a les bulletins des arrêts de la haute cour militaire produite sur la lutte contre les violences sexuelles. Et vous verrez ici, il y a le procès Kiakwavu. Oui, le général Kiakwavu. Procès auquel nous avons assisté à des séances publiques de ce procès à la haute cour militaire. Donc c'est un cas de jurisprudence, je peux l'évoquer. Ça veut dire que vous aviez sa qualité de général qui n'avait pas joué. Vous aviez également le fait que il a pu avoir des enfants ou un enfant avec la victime et qu'ensuite, de manière habituelle, la victime a habité avec le coupable, le condamné parce qu'il a été condamné, et même qu'il y a eu des perspectives de mariage. Ok ? Mais même dans ce cas-là où vous venez épouser la personne que vous avez violée, ça n'efface pas le viol. Donc, il faut que les gens puissent le savoir. Et maintenant, nous parlions un peu de la procédure. Lorsque la victime ou la plaignante, la victime présumée, dans le cas de Mami Chibola, est confrontée à l'inculpé, parce qu'on est quand même appelé au niveau du parquet, l'inculpé évêque Mukuna, tout ce qui se passe après, c'est que l'officier du ministère public ou le juge saisi en matière de violence sexuelle doit prendre des mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes ou de toute autre personne impliquée. Ça, c'est l'article 74 bis du Code de procédure pénale révisé. C'est ça les dispositions pour répondre de manière technique à votre question. Mais alors, est-ce que la justice congolaise, est suffisamment outillée pour analyser la véracité ou le caractère authentique d'une vidéo? Bon, ce qui se passe déjà, une vidéo fait partie des preuves électroniques. Ok. La problématique de la preuve électronique, c'est en matière civile, où la preuve électronique doit avoir une valeur équivalente à la preuve écrite, à la preuve littérale. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en matière civile, vous avez une hiérarchie des preuves. On ne peut pas prouver outre ou contre un écrit. Lorsque moi j'ai fait une décharge sur un montant, je ne peux pas dire, même si j'ai 1000 témoins, venir dire non, je ne reconnais pas cet écrit. Non, à moins qu'il y ait une fausse signature. Donc l'écrit prévaut sur les questions du droit civil. Okay. En matière pénale, l'administration de la preuve est plus libre. Et donc, pour qu'il y ait une preuve électronique, il faut déjà que le contenu n'ait pas été altéré ou modifié, donc le contenu de la vidéo, et que le contenu de cette vidéo soit rattaché à des personnes physiques bien identifiées. Et donc, c'est en ce moment-là que la preuve peut être constituée. Mais vous avez des cas de jurisprudence, dans le cas, par exemple, le cas Mouina Samp,
où finalement c'est une vidéo qui est la base carrément, la pièce maîtresse de l'ouverture du procès. Et vous avez plein de réquisitions d'experts qui ont été faites pour savoir si telle personne qui appelait à Mbuji-Mayi y était bel et bien. Donc c'est toute l'expertise que le juge va pouvoir demander. Le parquet peut estimer que cette vidéo lui suffit, si tant et si bien que le parquet se rend compte de contenu non altéré et qu'il identifie bien la personne. Ou encore la personne peut passer aux aveux en disant voici, oui, effectivement c'est moi avec mes genoux noirs ou avec ma tête qui suis, concerné par cette vidéo. Mais il appartiendra au juge de pouvoir requérir aux besoins des experts pour ces deux conditions-là. S'assurer que le contenu n'a pas été altéré, qu'il est authentique, et s'assurer que ce contenu est rattachable à des personnes bien précises, de dire effectivement, parce que dans la vidéo, beaucoup de gens qui l'ont suivi n'ont pas vu le visage de la dame, parce qu'elle ne s'est pas auto-filmée, de dire effectivement que ces jambes-là sont les jambes effectivement de la dame Mamie qui se plaint, et que les genoux noirs et que la tête qui est là n'est pas montée, et que ça appartient bien à telle personne qui est accusée, dans la personne de l'évêque Mukuna. Donc, c'est pour dire dans tout ça que la preuve électronique peut être admise, mais selon certaines conditions. Mais les nœuds du problème dans tout ça, c'est, entre autres aussi, il y a eu tous ces faits que l'on a pu déceler par après, demeure la détention des documents. Est-ce infractionnel de détenir des documents ? Bon, on se dit, bon, je détiens ces documents, mais écoutez, professeur, avant, il faut que vous me donniez 20 000 francs pour que je vous redonne ces documents. Bon, en fait, comment on dit ? Il y a un principe de droit civil qui dit, pour les choses meubles, hein, je ne fais pas du tout de confusion, en fait, des meubles possession vos titres. Lorsque je détiens ce livre entre mes mains, tout le monde suppose que ce livre de droit comparé est le mien. Mais seulement le propriétaire du livre a une action de poursuivre son bien en quelque main que ça se trouve. Donc lorsque vous détenez illicitement un titre de propriété, là on n'est plus en matière mobilière, un titre de propriété immobilière d'immeuble qui ne vous appartient pas, vous n'avez en principe pas de qualité pour pouvoir détenir, à moins que vous soyez un avocat mandaté, un officier notarial ou ceci ou cela. Mais encore que la personne qui se poursuit pour cette infraction de détention illicite de documents doit être en fait le propriétaire de ce titre-là pour avoir qualité de pouvoir poursuivre. Nous ne savons pas entrer dans les faits de la cause. Ici, j'interviens vraiment sur le plan simplement technique. Vous voyez que nous nous référons à plusieurs documents pour dire que ce ne sont pas nos réponses, mais ce sont des réponses qui peuvent être trouvées dans la loi. Et les noms qui sont cités, c'est par rapport à l'actualité, sans imputer quoi que ce soit. Maintenant, comment on dit ? Il y a une autre prévention, c'est celle de menaces des morts, d'attentats. Ça, c'est les articles 159 et 160 du Code pénal, donc du décret de 1940 portant le Code pénal. Donc la menace verbale faite avec ordre ou sous condition ou la menace par geste ou emblème d'un attentat contre les personnes ou les propriétés sont punissables d'au moins 5 ans de servitude pénale. Oui, 5 années de servitude pénale, ou sera puni d'une peine de 8 jours à 1 an, ou d'une amende de 5 à 200 francs, ou d'une de ces peines seulement. Ça va ? Ça, c'est le code pénal. Donc, je vois qu'il y a une erreur d'écriture dans mon code pénal ici. En fait, les menaces verbales sont punissables, sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25 à 200 francs congolais ou une de ces peines seulement. Maintenant, lorsqu'on est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, au niveau du tribunal, c'est qu'on fait, on réunit toutes les infractions et soit vous avez le principe de cumul de peine qui se fait ailleurs, soit vous avez la plus haute expression pénale. Donc les préventions encourues ici vont de 5 à 20 ans pour le cas normal, mais lorsqu'on a été ministre de culte,
ou qu'on ait un personnel paramédical, ou qu'on ait quelqu'un qui exerce les fonctions d'enseignant sur la victime, les peines peuvent être doublées. Donc on peut partir ici des préventions qui dépasseront, qui pourront dépasser ou qui pourraient dépasser les 5 à 20 ans. Et voilà. Mais pourquoi suis-je en train de constater que la loi sur les violences sexuelles, elle est tellement calfeutrée, elle est très, très, très répressive? Comment pouvez-vous expliquer cet aspect des choses? Surtout ce que vous êtes en train de lire, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais vous savez, je recours encore au bulletin des arrêts de la Haute Cour militaire pour parler du cas de l'affaire Songomboyo à la Cour militaire de l'Équateur. En fait, nous avons assisté pendant la guerre, pendant la rébellion, à une recrudescence vraiment de manière exponentielle des actes de viol. Oui. Et puis, quand vous lisez l'exposé de motifs, le but des lois de 2006, le but c'était de moraliser, de redresser la moralité publique, l'ordre public et la sécurité. Et puis vous avez également un autre fait, c'est que la répression des infractions de violences sexuelles devenait de plus en plus fréquente. En fait, il y a eu un but dissuasif. Mais le risque a été vu dans le cas de Fiston Saïsaï. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a pensé qu'en faisant le chantage à Fiston Saïsaï, celui-ci, effectivement, laisserait un peu d'argent et qu'il aurait gain de cause. Mais vous avez également le cas, prenons le cas Evoloko, qui est un cas de jurisprudence. Donc, quand on évoque ces questions-là, c'est des questions publiques et on est autorisé à pouvoir le faire. Quand il y a eu des condamnations définitives, mais c'est, comment on dit, c'était une infraction continuée. Ça veut dire que habituellement, vous êtes en train de poser ces actes. C'est comme notre préposé de maison, le domestique. Il vole un peu chaque jour. En fait, chaque fois qu'il a volé, en fait, il est un voleur. Et c'est seulement le jour où on l'arrête qu'on se rend compte qu'il volait depuis tout ce temps-là. Donc, la philosophie qui a accompagné la loi sur les violences sexuelles et même la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les genres, c'était de pouvoir protéger les personnes les plus vulnérables. Il y a eu aussi, il y a un très bon livre écrit par, il est aujourd'hui, je pense, général, mais là, il était lieutenant-colonel magistrat, Laurent Moutata Louaba, qui a démontré que dans un village, un garçon assez mineur, donc c'est la protection du droit à la sexualité responsable. Il s'est rendu compte qu'il y avait des coutumes de viol. Ça veut dire qu'il y a des coins du pays où, lorsque la fille devient pubère, c'est son papa qui doit être la première personne qui a des relations sexuelles avec l'enfant. Et la coutume était protectrice, en fait, des bourreaux par rapport à la loi. Vous avez eu un cas évoqué dans le livre où un jeune garçon d'à peine 12 ans s'est retrouvé avec une maladie infectieuse qui était le syphilis. Et il s'est fait qu'il y avait une dame prostituée du coin dans un village qui permettait aux enfants, pour un peu d'argent, de pouvoir voir son anatomie, de mettre le doigt au besoin et avec un tarif réduit de pouvoir faire les choses que seuls les adultes sont capables de faire. En fait, cette dame a été condamnée pour viol sur mineur. C'était une dame. Vous avez eu le cas, ça il faut peut-être en parler un moment, mais c'était dans les années 80, au milieu des années 90, où il y avait un groupe de dames qui était parqué quelque part vers Soukamur et qui, par manque, prenait les hommes par force en leur disant qu'ils étaient obligés de coucher avec. Vous avez également le cas d'une seigneur de guerre qui, dans le village où elle était, cherchait le mec le plus fort pour pouvoir la faire monter au 7e ciel. Et lorsque vous n'étiez pas en mesure de remplir les performances sexuelles auxquelles elle vous donnait accès, elle vous abattait après l'acte. Donc nous avons connu tellement de ce cas dans le pays qu'il a fallu renforcer la prévention de viol. Nous, quand nous avons été également à la présidence de la République, là ce n'était plus avec la représentante spéciale, on a eu un cas où, dans le Grand Kasaï,
les geôliers qui étaient en train de garder une jeune fille qui avait juste volé, je pense bien, elle était présumée voleuse de quelques chaises, et elle était en garde à vue. Et la nuit, on la laisse sous la garde des certains policiers, et ces policiers ont abusé de la fille. Et l'OPJ qui vient le matin, la fille dit « Oui, moi je reconnais peut-être que j'ai volé quelque chose, mais vos gaillards ici m'ont fait subir un viol collectif. » À partir de la présidence de la République, ça je peux en témoigner, pour avoir été... on a pu recevoir le rapport et demander qu'en procédure de flagrance et au besoin, qu'on déporte, on puisse, amener les policiers en question dans la juridiction militaire la plus proche du village où ils étaient pour qu'ils puissent être jugés. Donc, c'est l'idée de protection des personnes vulnérables. C'est aussi l'idée de moraliser toutes les personnes qui ont une autorité sur des personnes faibles. Ça peut être les ministres de culte, ça peut être les professeurs d'université, ça peut être les enseignants d'écoles primaires, d'écoles maternelles. Il faut faire aussi très attention à cela. Et puis, on a voulu quand même délister la RDC de cette image de capitale du viol. Oui, la RDC, à un moment donné, a été appelée la capitale mondiale du viol. Et lorsque le travail a été fait au niveau de la représentante spéciale du personnel du chef de l'État dans la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants, on s'est rendu compte que la proportion des militaires accusés d'être les violeurs n'a pas été vrai, parce que dans les garnisons, avec la tolérance zéro et l'implication de l'état-major général, on s'est rendu compte que même lorsque les militaires étaient dans les zones d'opération, les cas de viol n'étaient plus tellement signalés. Exactement. Et on s'est rendu compte finalement que c'était les civils, et les statistiques ont été produites, qui commençaient à alimenter le chiffre blanc de la criminalité sur base des violences sexuelles, et ces chiffres sont ceux qui sont portés à la connaissance de la justice ou des cours des tribunaux. Donc c'est un peu ça la logique, mais voilà, il y a aussi d'autres infractions, à part le viol. Il y a la prostitution forcée, il y a, comment on appelle, le harcèlement sexuel. C'est le harcèlement sexuel qui est un peu plus difficile à pouvoir prouver, mais sous d'autres cieux également, on a parlé de la revanche pornographique. Ça veut dire lorsque deux personnes se filment en train de passer leurs moments intimes et qu'ils sont tous les deux consentants, il n'y a aucun souci. Mais lorsque l'une de ces personnes, parce que la personne n'est plus en relation avec l'autre, se décide de publier, en ce moment-là, la personne qu'on publie ne commet aucun attentat à la pudeur. Ce n'est pas lui qui a publié, c'est son ex qui a publié, et c'est son ex qui commet en fait une nouvelle infraction dans la loi sur la République numérique en France, l'infraction de revanche pornographique. Okay. Et cette infraction est condamnée en France de 2 ans à 60 000 € d'amende. Wow. Donc quand on voit souvent les sextapes des personnes, il ne faut pas forcément que la justice vienne se saisir en disant vous avez attenté à la pudeur. Non, moi je suis une victime. Ça peut être immoral ou irréligieux de pouvoir se filmer en train d'avoir ces moments câlins, mais du moment qu'on le sort sur la place publique, en fait vous êtes une victime de sextape publié, et on doit poursuivre la personne qui est l'auteur de revanche pornographique. Mais comme on parle du principe de la légalité des délits et des peines, ici en République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore d'infraction sur la revanche pornographique. Une dernière question, si mon réalisateur va me le permettre, Hubert Chipukana. Je voudrais avoir une précision. Comme vous avez pu étaler tout cet arsenal juridique, est-ce que le viol n'apparaît pas comme le meilleur moyen qui permet à qui que ce soit de mettre de côté un adversaire politique? On va citer un cas de jurisprudence. C'est vrai qu'il n'y a aucun lien, mais DSK, Dominique Strauss-Kahn, effectivement, c'est la chose qui a pu le mettre pratiquement hors course, la présidence. Oui, je ne souhaiterais pas citer des cas congolais, mais c'était ça la préoccupation que nous avions à l'époque,
c'était qu'il ne fallait pas décrédibiliser la prévention de viol. Nous avions toujours été malheureux lorsque une fille qui n'était pas violée passait pour dire qu'elle l'était, parce que c'était devenu en fait la mode du durcissement de la peine pour envoyer n'importe qui en prison. Ou encore dans le cas où vous avez une personne qui se présente comme plaignante, mais lorsque la personne se rend compte qu'on va envoyer le monsieur qui l'entretient en prison, cette personne veut également se rébiffer. En fait, même si on retire une plainte dans le cadre d'une action publique, sauf en matière d'adultère où on peut pardonner, mais l'action publique est indépendante de la plainte. Elle continue. Elle continue. Donc dans le cas, en présence de Mamie Chibola, elle devra finalement se constituer partie civile, parce que c'est maintenant l'État qui poursuit. Et donc nous avions toujours été malheureux lorsque on décrédibilisait, lorsque par complaisance, lorsque par fantaisie, les personnes allaient s'accrocher à la prévention de viol pour écarter soit un vieux du quartier, soit un homme politique et tout le reste. Parce que finalement, on se rend compte que quand on a violé une dame, il y a des blessures invisibles qui ne cicatrisent forcément pas. Exactement. Merci beaucoup, professeur Kojo Ndoukouma. Je vais vous surprendre, professeur. Vous m'avez vu avec des documents, ce n'était pas pour discuter droit avec vous. Moi, je ne peux que poser de questions pour que les téléspectateurs qui nous suivent puissent comprendre. Justement, dans différentes émissions que j'organise avec le professeur Kojo, beaucoup de personnes se lèvent comme quoi pour mettre en doute un certain nombre de... non pas ses propos, ses paroles, mais ses diplômes. C'est là où nous avons de problèmes avec les Congolais. Et là, je suis tombé j'ai pu fouiller sur Internet. J'ai fouiné et je suis tombé sur d'abord les certificats d'admission au Master 2 Pro, votre diplôme justement d'études supérieures spécialisées en droit du cyberespace adressé, justement vous attribuez à Monsieur Kojo Ndoukouma Adjayi, le chef des services administratifs de l'UFR des sciences juridiques politiques et l'université Gaston Berger des Saint-Louis certifie que vous avez obtenu justement les diplômes en ce qui concerne le Master 2 Pro en droit du cyberespace africain. Ça, c'est le 15 juin 2009. C'est en 2009. Voilà. Donc, vous attestez, vous affirmez effectivement que je suis dans le bon. C'est un DS, un diplôme de 3e cycle, un Master 2, oui. Voilà. Et puis, on parlait d'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je suis tombé, effectivement, aussi, quand j'ai vu la liste des personnes telles que mentionnées, j'ai vu une attestation de réussite au diplôme. Lorsque vous parlez de la date lors d'une des émissions que j'avais faites avec vous, le président atteste que le doctorat en droit comparé a été décerné à M. Kojo Ndoukouma Adjayi. Donc c'est vous-même, parce que quand je compare la date, c'est la même que celle que j'ai vue à l'université au niveau du Sénégal. On dit que vous avez effectivement, M. Kojo Ndoukouma Adjayi, on vous décerne les diplômes au titre de l'année universitaire 2016-2017 avec la mention très honorable avec félicitations du jury. C'est dans la section CNU, droit public. Voilà. École doctorale de droit de la Sorbonne. Ouais. Et puis encore, ça c'est maintenant le doctorat. Ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, République française, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, doctorat, vu. Et les différents professeurs, les diplômes des doctorats en sciences juridiques, mention encore une nouvelle fois, très honorable avec félicitations du jury. Je pensais que c'était une blague qu'on disait avec embrassement du jury. Alors que ça existe. Et délivré à M. Kojo Ndoukouma Adjayi. Et cela vous confère le grade de docteur pour en jure avec les droits et prérogatives qui y sont attachés. En tout cas, professeur, toutes mes félicitations. Je viens de fouiller, je suis quand même tombé sur ça. Vous êtes un chercheur, ça me permet d'évoquer la mémoire du prof Jonas Chamouana, qui est un professeur qui a enseigné à l'université pontificale du Latran, que nous avons perdu. Il était à notre jury de soutenance, il était le directeur de cabinet de Monseigneur Moulumba. Et puis, il y a le président de l'école doctorale de droit comparé de la Sorbonne, qui est David Capitan, qui a été, en fait, dont l'arrière-grand-père a été le rédacteur du Code Napoléon. Wow. Oui, j'ai vu David Capitan. Effectivement. Et donc, c'est parmi... Et puis, il y a Jean-Jacques Lavenu, c'est parmi les grands publicistes comparatistes
de France. Je connais Jean-Jacques Lavenu. Voilà. Et puis j'ai vu, oui, Jonas Chamwana Mabenga. Paix à son âme. Professeur d'université. Paix à son âme. Merci beaucoup, professeur. Moi, je vous remercie parce que vous vous disponibilisez toujours pour essayer d'apporter de lumière par rapport à des problèmes qui surviennent. En tout cas, je ne veux pas vous lâcher de sitôt. Surtout que nous allons vers les déconfinements. Je crois que Dieu aidant, nous allons parvenir effectivement vous avoir pour le bien de notre population qui nous suit. Merci d'avoir suivi ces plateaux spéciaux et très bonne suite de programmes sur Digital Congo. Toujours à votre service. Au revoir. Au revoir.